Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau podcast de On parle sport, donc le quatrième, non, dans l'ordre on va enregistrer, donc ce qui va sortir c'est plutôt le troisième podcast d'Autour du ballon, après avoir fait un premier sur le football danois et un second sur le football aux États-Unis. On se retrouve toujours en compagnie de Louis-Emmanuel qui m'accompagne. Salut Louis-Emmanuel. Salut Antoine. Et on est en compagnie d'Aldo qui gère le compte Twitter Football Albanie. Merci à toi d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Rentrons direct dans le sujet. Aldo, comment t'es venu cette passion pour le football albanais? Alors, ce n'est pas une passion, c'est un calvaire. C'est un calvaire, faut dire les choses, hein. Suivre le championnat d'Albanie, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Je voyais qu'en 2019, l'émergence de plusieurs pages dédiées à l'actualité footballistique de certains pays. Voilà, je voyais les Pays-Bas, je voyais l'Italie. J'ai surtout vu également le Kosovo. Et en voyant ça, je me suis dit, ben, où est-ce que la page dédiée à l'Albanie se trouve? Et j'ai vu qu'il y en avait pas, et je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant la créer soi-même. Et c'est simplement comme ça, en fait, qu'est venue l'idée de suivre un peu plus en détail le championnat d'Albanie et la sélection albanaise. Enfin, la sélection albanaise, je la suivais déjà de base, mais le championnat, je le suivais pas des masses non plus. Et c'est vraiment comme ça que j'ai eu l'idée, vraiment de m'investir un peu plus là-dedans. Eh ben, on va démarrer justement avec cette sélection albanaise qui est qualifiée pour l'Euro 2024 dans le groupe de l'Espagne, de la Croatie et de son premier adversaire de la compétition, l'Italie. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette sélection? Sélection qui est en net progrès, on va dire, en termes de qualité de jeu depuis le changement de coach, en fait, depuis le changement de sélectionneur. Parce qu'après l'Euro 2016, on était un petit peu sur un rythme, enfin, on était sur une sélection assez poussive sur la fin de l'ère des Biasi. Et après, quand on a enchaîné avec Panucci puis Reyer, en fait, ça a été vraiment 4 années durant lesquelles on n'a pas su exploiter le potentiel de nos joueurs. De un, en jouant dans un système en 3-5-2. De deux, en sélectionnant des fois des joueurs, on ne savait pas trop pourquoi ils étaient sélectionnés, on ne savait pas trop pourquoi d'autres n'étaient pas sélectionnés. Donc, il y en avait un petit peu, il y avait un certain manque de cohérence au niveau sportif. Et on sortait vraiment de 4 années assez poussives, hein, même si on loupe la qualification au final de peu pour la Coupe du Monde 2022. On finit troisième de notre groupe derrière l'Angleterre et la Pologne. Mais ça restait quand même assez poussif. Donc, le changement de sélectionneur a fait du bien. L'arrivée de Silvino a fait du bien parce que déjà, on passe sur un système à quatre derrière. On passe sur un système où les joueurs offensifs sont des vrais joueurs offensifs. Donc, même des fois, c'est arrivé que lorsqu'on jouait par exemple admettons en 4-3-3, bah, les ailiers n'étaient pas des ailiers de métier, mais plutôt des défenseurs, enfin des latéraux de métier. Et là, maintenant, voilà, les milieux offensifs sont des milieux offensifs voilà, de formation. Euh, et ça change vraiment pas mal de choses, je trouve. Et donc, du coup, on arrive à retrouver un style de jeu beaucoup plus plaisant, même s'il n'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il y a de nets progrès par rapport à ce qu'on avait avant. Donc voilà, le passage à 4 derrière, le fait que chaque joueur, enfin chaque poste soit vraiment occupé par un joueur qui en effet, enfin, voilà, qui est sur son poste de prédilection ou sur un poste de métier, ça change beaucoup de choses. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, tu parles de Silvino. C'est un coach qu'on connaît un petit peu en Europe et notamment en France parce qu'il est passé par l'OL. On peut pas dire que son passage à l'OL est une réussite, mais il a su se Mm. relancer avec cette sélection albanaise. Donc, tu as un peu déjà répondu à la question sur ce qu'il a apporté, mais mis à part le passage à 4, qu'est-ce qu'il a apporté d'autre à cette sélection, que ce soit en termes de formation, en termes de style de jeu, etc. Bah déjà, vraiment, on passe sur un style de jeu maintenant où on est beaucoup plus sur des phases. On n'a pas peur de se mouiller et d'aller en attaque. Voilà, on va pas rester à faire bloc bas tout le match, même si voilà, ça peut arriver, notamment face à la Pologne. Forcément, la Pologne est un adversaire sur le papier beaucoup plus fort, donc évidemment qu'on va se montrer un peu plus prudent. Mais de manière générale, on a moins peur de se lancer, on a moins peur d'aller vers l'avant. Et donc, du coup, on a eu beaucoup de phases où on a réussi en deux trois passes à casser deux trois lignes, à casser vraiment une ligne, deux lignes, voire même toutes les lignes, et à se retrouver devant la surface en deux temps trois mouvements. On a eu ça et on a su exploiter une autre force également, qui sont les frappes de loin, hein, parce que durant la phase de qualification, on a marqué 5 buts depuis l'extérieur de la surface. Donc, plus de la moitié de nos buts ont été inscrits depuis l'extérieur de la surface. Donc, on a vraiment réussi à trouver deux points forts et à les exploiter et à vraiment bien les exploiter. Donc, il y a ça. Et derrière, on a réussi à être un peu plus consistant
Ça passe par le fait de conforter un gardien en tant que gardien numéro 1 et de ne plus être en ballottage entre deux gardiens. Et là, en fait, depuis l'arrivée de Silvinho, de 1, on a ce truc-là, où on a un gardien qui est vraiment annoncé comme gardien numéro 1, et de 2, pareil, en fait, on a un capitaine qui est vraiment le capitaine numéro 1, donc en la personne de Berat Jimshiti, en défense centrale, où là, pareil, avant, une fois, c'était Berisha qui était le capitaine, mais quand il ne jouait pas, du coup, c'était Hussein au poste de latéral droit. Sauf que quand Berisha revenait au goal, il reprenait le brassard de capitaine. Donc voilà, à chaque fois, ça changeait aussi. Donc vraiment, il y a une certaine stabilité qui a été installée dans la sélection, dans le choix des joueurs aussi, même si pour l'Euro, on a eu quelques petites surprises. Mais globalement, on a eu à peu près la même liste. Peu de changements. Ça reste quand même très cohérent. Ce qu'a fait Silvino, on a réussi à retrouver une certaine stabilité dans le choix des joueurs et dans la cohésion de groupe, en fait. Et justement, tu peux nous donner un 11 titulaire qui va démarrer cet Euro? Pour moi, on partira sur un 4-2-3-1, logiquement, parce que c'est le système qui a été le plus utilisé avec Berisha au goal. Mitaï à gauche, Hussein à droite. Jim Shiti dans l'axe en tant que capitaine, avec normalement Ismaili pour l'accompagner. Les deux milieux centraux seront Ramadani et Aslani, avec Bayrami en tant que numéro 10. Sur les côtés, on aura logiquement Hassani à droite et Seferi à gauche. Et dans l'axe, enfin voilà, le numéro 9, ce sera très probablement Broya. Et tu la vois comment cette sélection dans cette poule vraiment très relevée, donc comme on l'a dit avec l'Espagne, l'Italie, la Croatie, tu penses qu'il y a un coup à faire ou ça va être vraiment très compliqué? Ça va être très compliqué, ça, faut pas se voiler la face, hein. On a des adversaires vraiment très puissants qui sont des adversaires de haut niveau, pardon, qui ont réussi à confirmer pas mal de choses au plus haut niveau. On parle vraiment de l'Italie qui est quadruple championne du monde, l'Espagne qui a gagné la Coupe du Monde aussi, 2 fois l'Euro, la Croatie, même si elle n'a pas gagné ni la Coupe du Monde ni l'Euro, elle a quand même fait de très bonnes performances, de très bons parcours. Donc, voilà, sur le papier, on a quand même des sélections qui ont beaucoup plus prouvé que nous. Ça, c'est sûr. Alors que nous, on a juste participé à l'Euro une fois dans l'histoire, en 2016, et puis voilà, rien de plus. Mais de l'autre côté, je pense notamment à l'Italie, ou voire même aux autres pays, les autres sélections ne sont pas 100% prêtes non plus. Voilà, donc on a l'Italie qui a des problèmes de joueurs blessés. On a eu Acerbi qui est forfait pour l'Euro, Scalvini également qui est forfait pour l'Euro. C'est le genre de choses qui font que voilà, les autres sélections ne sont pas 100% prêtes. Il peut y avoir des failles ici et là, et c'est à nous de pouvoir en profiter, comme on a pu profiter des faux pas de nos concurrents pendant la phase de qualification. On a eu la Pologne et la République tchèque qui ont eu des faux pas durant leur campagne. On a su en profiter pour vraiment faire quelque chose. À nous d'espérer qu'il y ait un faux pas et pour pouvoir réitérer en fait ce type de performance à côté. Et est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait certains joueurs donc albanais qui jouent en Italie, je pense notamment à Gym City, est-ce que tu penses que ça peut aider justement cette équipe albanaise à peut-être surprendre et faire un résultat face à l'Italie, par exemple? Oui et non. Oui, dans le sens où oui, ils connaissent leurs adversaires italiens parce qu'ils évoluent ensemble en club, ils ont déjà joué à de multiples reprises contre eux. Et non, dans le sens où de l'autre côté, ben, c'est la même chose pour les Italiens. Ils connaissent la moitié de l'effectif d'Albanie, donc ils connaissent leur style de jeu, ils sauront les contrer aussi. Donc pour moi, je pense plutôt que le match Italie-Albanie, c'est un match qui va être assez fermé, dans le sens où voilà, les deux équipes se connaissent parce que les joueurs jouent ensemble en club, en championnat, ou justement régulièrement les uns contre les autres. Donc certes, l'Albanie connaît le style de jeu de l'Italie, mais de l'autre côté, bah, c'est la même chose. L'Italie connaît le style de jeu de la plupart des joueurs albanais. Donc ça va. Je pense que les deux vont se neutraliser, avec certes un léger avantage pour l'Italie, puisque forcément les joueurs italiens sont plus à l'aise techniquement et jouent dans des plus gros clubs, sont plus réguliers dans ces plus gros clubs. Mais après, voilà, moi, dans ma tête, je pars du principe que normalement, on devrait avoir un match nul. Ou alors au moins je pense un match serré. Ce sera pas un match où, enfin, moi, je vois pas l'Italie dérouler 3 ou 4-0 comme risquerait de le faire l'Espagne notamment. Et tu Ok. penses, cette équipe albanaise, parmi les 24 équipes présentes dans cet Euro, est-ce que pour toi, il y a une équipe qui est plus faible que l'Albanie ou vraiment l'Albanie est le petit poussé de la compétition? Non, alors si on doit prendre les 24 équipes, j'estime la Roumanie moins prête. Et j'estime, parce que la Roumanie a également fait 0-0 face au Liechtenstein en phase de préparation, ce qui est quand même assez surprenant.
Mm. Et la Géorgie également, pour moi, je considère la Géorgie comme le véritable petit poussé, mais s'ils ont Kvaratskhelia en attaque, ça reste quand même quelque chose d'historique pour eux. Donc voilà, même s'ils ont une superstar en attaque, il y a le reste de l'équipe qui va essayer de s'adapter au mieux, je trouve. Enfin, je pense. Donc voilà. Après, ils ne sont pas dans un groupe comme le nôtre, donc ça va être moins compliqué pour eux, même si ça va être compliqué également. Mais voilà, sur le papier, je n'estime pas l'Albanie comme étant le petit pousset de l'Euro. Voilà. Je pense qu'on a fini avec cette partie sur la sélection. On peut commencer à parler du championnat albanais. Est-ce que tu Oh peux nous misère. présenter un petit peu ce championnat? Alors, le championnat, comme on l'a annoncé, c'est un championnat à 10 équipes. Championnat à 10 équipes seulement, en format Super League. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 36 matchs dans la saison. Donc, chaque équipe affronte ses 9 adversaires à 4 reprises. À 4 reprises. Donc, voilà, il y a une première phase de 9 matchs, une deuxième phase de 9 matchs jusqu'à la mi-saison. Et rebelote à partir de janvier jusqu'à la fin de saison en mai. Sur les 10 équipes, il y a 2 relégués et il y a un barragiste. Barragiste qui affronte pareil, enfin, le barragiste de deuxième division. Et le vainqueur du championnat part au premier tour de Ligue des Champions, tandis que le deuxième, troisième et le vainqueur de la Coupe d'Albanie ou alors le quatrième du championnat, si jamais le vainqueur de la Coupe est déjà dans les 4 premiers. Voilà, les 3 autres clubs participent au premier tour de qualification pour la Conference League. Petite nouveauté qui a été ajoutée cette année, c'est que le premier du championnat n'est pas sacré champion à la fin de la saison. La question que j'allais te poser. Euh, Mm. voilà, c'est maintenant ce qui se passe, c'est que sur les 4 premiers, les 4 premières équipes participent à un format qui s'appelle le Final Four, où on a un espèce de mini tournoi en fait, 2 demi-finales, un match pour la troisième place et une finale, qui se jouent toutes au stade de la sélection nationale à Tirana. Et du coup, bah, le vainqueur de ce mini tournoi est sacré champion. Donc voilà, même si à la fin de la saison régulière des 36 matchs, le quatrième a 20 points de retard sur le premier, en 2 matchs tout peut changer. Et du coup, le quatrième peut être sacré champion d'Albanie. Justement, l'Albanie est 47e au coefficient UEFA. Est-ce que Mm. tu la vois encore un peu monter dans ce classement ou tu sens que c'est vraiment limité? C'est limité. Pour moi, c'est limité dans le sens où moi, j'ai du mal avec le format actuel. On a vu à quel point le format actuel avait vraiment ses limites. Parce que de un, j'estime que 10 équipes, ce n'est pas assez pour avoir une certaine compétitivité dans le championnat. Donc, c'est-à-dire une équipe qui finit premier du championnat, voilà, qui remporte le championnat, peut très bien jouer le maintien la saison d'après. Et puis voilà, le fait que les meilleurs joueurs partent systématiquement du championnat sans être remplacés, ils sont vendus pour des sommes assez peu intéressantes, hein. Lorsqu'on voit par exemple sur Transfermarkt, il y a un seul joueur qui est évalué à 1 million ou plus, enfin 1 million d'euros ou plus dans tout le championnat. Euh, et puis voilà, il n'y a pas de stabilité dans le sens où dès qu'un joueur fait une bonne demi-saison ou une bonne saison, il part directement pour un autre championnat, pour le championnat turc ou pour le championnat, voilà, pour le championnat croate. Ça part là-bas et puis ça ne reste pas en fait. On n'a pas de joueur qui va vraiment rester dans la durée dans un club pour 4 ans, 5 ans pour vraiment faire un cycle et tenter de faire grandir le club. Ça, il n'y a pas. Et surtout, même en termes de rivalité, hein, combien de fois on a vu, par exemple, je vais prendre les 2 clubs de la capitale, enfin les 2 principaux clubs de la capitale, hein, le KF Tirana et le Partizani Tirana. Je les francise, hein, voilà, on va les prononcer à la française, comme ça c'est réglé. Combien de fois, par exemple, voilà, qui sont les deux, voilà, qui sont les 2 clubs qui ont la plus grosse rivalité, on va dire, du pays. Combien de fois on a vu un joueur passer d'un club à un autre, soit directement, soit en passant d'abord par un autre club avant de revenir là. Même pour les entraîneurs, combien de fois c'est arrivé? Et voilà, donc le concept de fidélité à un club n'existe pas. Et puis voilà, donc on a eu aussi des problèmes de matchs arrangés. Donc ça, c'était vraiment il y a quelques années. On a eu le club de Skanderbeg qui a écopé de 10 ans d'interdiction de toute compétition européenne. Euh, de mémoire, je crois qu'il reste encore 5 ou 6 ans voilà, de suspension pour eux. C'est parce que c'est un club qui là, allait jusqu'en phase de groupe d'Europa League. Mais voilà, il y a eu des histoires de matchs truqués également. Donc la réputation du championnat a pris un sacré coup. Et on voit clairement les affluences dans les stades baisser drastiquement d'année en année. Avant, on avait vraiment des stades pleins. Enfin, pas pleins, mais voilà, on avait des stades qui se remplissaient un petit peu. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on a dû avoir peut-être
5 matchs, allez, 6 matchs où on a eu plus de 50% d'affluence dans les stades. Mais parmi tout ce que tu viens de dire, il y a quand même des qualités sur ce championnat albanais. Ah bah, on a eu des bons joueurs qui sont sortis du championnat d'Albanie, ça là-dessus, il n'y a pas eu de problème. On a eu Kedibal qui est allé jusqu'à l'Espagnol de Barcelone. On a eu Murta Uzuni qui, pareil, était parti à Granada. On a eu Vedat Muric qui est aujourd'hui à Majorque, en Espagne. Amir Rahman qui est aujourd'hui à Naples. Voilà, qui sont des joueurs qui sont passés par le championnat d'Albanie. Moulchi aujourd'hui qui est au Beşiktaş, formé dans le championnat d'Albanie. Donc on a la possibilité de sortir vraiment de très bons joueurs. C'est ça, c'est véridique, c'est déjà arrivé. Je pense à Skulka qui est allé au FC Metz la saison dernière, même si à Metz, il n'a pas du tout été au niveau. Mais voilà, il y a de ces qualités, il y a de l'engagement, ça joue. Voilà, ça joue. Donc voilà, c'est pas mal. Enfin, voilà, il y a de ces qualités, tout n'est pas à jeter. Mais malheureusement, quand on voit que les meilleurs joueurs ne restent pas, qu'ils ne sont pas remplacés qualitativement parlant, c'est compliqué de faire progresser le championnat et c'est pour ça j'estime qu'il se dégrade d'année en année. Mais c'est qui pour toi les prochains joueurs qui pourraient s'exporter du championnat albanais? On pourrait peut-être suivre. J'en vois deux joueurs au Partizan. Je vois Rabaj en tant que milieu offensif. Rabaj en tant que milieu offensif qui, pour moi, est assez bon au niveau des frappes de loin notamment. Teddy Tzala également. Les deux sont internationaux albanais. Bon, certes, ils n'ont joué qu'un seul match. Un match disputé dans des conditions assez étranges d'ailleurs. Mais bon, voilà, officiellement, ils sont quand même internationaux albanais. Mais voilà, ce sont des joueurs qui ont de la qualité, qui marquent, qui sont assez performants. Pour moi, c'est des joueurs que moi, je vois bien s'exporter à l'étranger à partir de la saison prochaine. Voilà, surtout que c'est des joueurs je pense à Tzala qui a été formé directement au club du Partizani, donc vraiment formé au club, qui est là également depuis plusieurs saisons, hein. Je crois qu'il est là depuis 3 ou 4 saisons. Je pense que le moment est venu maintenant pour lui de tenter un club qui va au moins jusqu'au barrage de la Coupe d'Europe, minimum chaque saison en barrage de Coupe d'Europe. Je pense que le moment est venu peut-être d'aller dans un club croate ou voilà, un club du genre qui puisse régulièrement aller loin, entre guillemets, voilà, dans les compétitions européennes. Moi, j'ai une question aussi sur le championnat. Mis à part tout ce que tu as expliqué, donc sur l'affluence, la programmation des matchs, etc., globalement, le niveau de jeu là-bas, c'est comment? Est-ce que ça joue bien au foot quand même ou pas trop? Ça va, c'est pas catastrophique non plus, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas aidés par les infrastructures. Voilà, donc on a certains terrains qui ne sont pas complètement. Voilà, ce ne sont pas des. On ne joue pas sur une table de billard. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, c'est vraiment un problème d'infrastructure, je trouve, qui va empêcher le football de bien se développer. C'est un peu compliqué, je trouve, de jouer vraiment sur la profondeur, vraiment de jouer sur des passes à terre. La plupart du temps, ça va jouer sur des transversales, des choses comme ça. Parfois sur des frappes de loin. Donc, c'est un championnat qui est assez physique également. Donc voilà, je sais que cette saison a été un petit peu particulière, hein, parce que certes, on a eu Egnatia qui a remporté son premier titre de son histoire. C'est pour moi un club qui est très sérieux parce que depuis sa montée en première division, ils ont eu 2 coupes d'Albanie, donc leurs 2 premières coupes d'Albanie, leur premier championnat cette saison également. Donc c'est très sérieux malgré un événement quand même qui est très tragique, hein. C'est le décès de leur attaquant de pointe, hein, Raphaël Douamena, qui a perdu la vie en plein match au mois de novembre. Donc voilà, ils ont réussi à remporter le championnat, mais pour moi, c'est un championnat qui a été assez particulier parce qu'il y a eu vraiment cet événement tragique pour moi qui a vraiment été forcément bouleversant, hein, parce qu'on parle quand même de la vie de la vie d'une personne. Voilà. Et après, d'un point de vue plus sportif, voilà, vraiment sportivement parlant, on a eu le système du Final Four où tout le monde dans la direction albanaise a été convaincu que c'était une bonne idée. Et ça, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas quel argument rationnel ils peuvent sortir pour se convaincre eux-mêmes que c'est une bonne idée d'instaurer un tel système, quoi. Donc voilà, les gens en ont marre de voir tout le temps les mêmes matchs. Comment on fait pour remédier à ça? Eh ben, on va rajouter plus de fois la même rencontre. Je sais pas. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions.
d'avoir fait ce Merci. constat assez généraliste sur ce championnat albanais. Mais Là, en tout cas, on préfère clairement suivre la sélection. Nous, là, par contre, pour la sélection, le stade est plein, les gens ils font le déplacement. On est 2000 en Moldavie, on est je sais pas combien samedi à Dortmund. Là, on fait vraiment le déplacement, mais pour le championnat, c'est un peu plus compliqué. donc on retiendra ça, plutôt suivre la sélection albanaise plutôt que Mm, le championnat. mm. Merci à toi pour ta présence. Merci à toi, Louis-Emmanuel, pour m'avoir une nouvelle fois accompagné. Ouais. On va ce sera le troisième podcast autour de ballon qui va sortir avant un autre prévu sur le championnat autrichien et un autre prévu sur le championnat géorgien qui vont sortir Mm. dans les prochains jours. Si vous avez aimé ce nouvel épisode, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Un article sera aussi présent sur le site pour parler donc du championnat albanais un peu plus à l'écrit. Merci à vous deux d'avoir participé. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode de Autour du ballon. C'était On parle sport. À bientôt.